Oui, nous pensons que par rapport à la loi 96-04 qui ne définissait pas le statut du journaliste, parce que dans cette loi, il est dit et journaliste, celui qui tire l'essentiel de ses revenus des métiers, ce qui fait que des gens qui n'ont absolument rien à voir ces métiers-là, un beau jour, peuvent se retrouver, parce que le grand frère a une radio, une télévision ou bien un journal, peuvent se retrouver, n'est-ce pas, journalisme. Alors, la nouveauté qu'apporte maintenant, disons, le code de la presse, c'est que le statut est clair. On définit le journaliste de deux manières. Un journaliste, celui qui sort, celui qui est diplômé d'une école de journalisme dûment reconnu par l'État. Pourquoi on a insisté sur le dûment reconnu? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont pignon sur rue dans ce pays-là, dont le contenu des enseignements ne sont pas prédestinés vraiment à former de vrais journalistes. Voilà, c'est pourquoi on a insisté sur le dûment reconnu. Ça, c'est la première porte d'entrée. La seconde porte d'entrée maintenant, on a voulu, disons, élever le métier vers le haut, pardon, tirer le métier vers le haut, en intégrant maintenant, donnant la possibilité aux universitaires, disons, d'entrer dans le métier. En quoi faisant? C'est qu'il suffit d'avoir une licence, n'est-ce pas, dans n'importe quelle matière, dans n'importe quel domaine, mais à charge pour vous maintenant, si vous voulez vraiment faire carrière dans le journalisme, à charge pour vous de séjourner sans discontinuer durant 2 ans dans une rédaction. Une fois que les 2 ans sont terminés, vous allez maintenant faire face à un jury qui va évaluer vos compétences. Si le jury dit oui, c'est OK, vous pouvez avoir la carte nationale d'identité de presse, en ce moment vous devez être journaliste. Si le jury dit non, on vous recale, vous ne pouvez pas accéder, n'est-ce pas, au métier de journaliste. Donc voilà, le statut est clair, alors que dans le premier cas de figure, par rapport à la loi 96-04, le statut n'était pas clair. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point maintenant, c'est du point de vue de l'environnement économique. Je pense qu'à ce niveau-là, le code apporte, n'est-ce pas, en plus. C'est une sorte de souffle, n'est-ce pas, qu'il apporte vraiment aux entreprises de presse qui aujourd'hui étouffent sous le modèle économique, n'est-ce pas, qui n'est pas rentable dans ce pays. En quoi faisant? Parce que, regardez, aujourd'hui, les 99, j'allais même dire 19% des entreprises de presse sont déficitaires. La preuve, des confrères sont dans ces rédactions-là, soit ils n'ont pas de contrat de travail. Quand bien même ils ont un contrat, évidemment, ils ne sont pas payés selon la convention. Or, la convention date de 1992. Hein, voilà, donc, deuxièmement, ceux-là même qui ont les salaires, mais des fois, le salaire n'est pas payé globalement, le salaire est saucissonné. Donc, moralité, du point de vue économique, ce que ça va apporter, c'est qu'on va mettre à disposition maintenant des entreprises de presse qui veulent moderniser, n'est-ce pas, leur entreprise, pardon, donc d'accéder à un fonds. Ce fonds-là, vraiment, c'est de l'argent, beaucoup d'argent, c'est l'argent du contribuable, mais pour y accéder, il y a un certain nombre de critères auxquels, n'est-ce pas, la personne qui veut soumissionner, qui veut, disons, accéder au fonds, il y a un certain nombre j'allais dire, de dispositions, n'est-ce pas, qu'il doit pouvoir remplir avant, n'est-ce pas, d'y accéder. Donc ça, c'est aussi une avancée. Parmi tant d'autres aujourd'hui, la question de la publicité aussi est réglée et est posée, n'est-ce pas, dans le code. Hein, l'accès, par exemple, les médias du service public, eux aussi, le statut est très clair, défini, n'est-ce pas, dans le nouveau code. Donc pour nous, voilà, donc si on prend cela, on peut penser que vraiment il y a des avancées et que l'avenir est plus ou moins radieux. Mais par contre, à côté de cela maintenant, il y a des choses, n'est-ce pas, sur lesquelles l'État doit revenir. Hein, si on prend par exemple les dispositions relatives à l'administration, les sanctions administratives, où on vous dit, en cas de situation dangereuse, je ne sais pas comment, un gouverneur, un préfet, voilà, peut faire arrêter, n'est-ce pas, le programme d'une radio ou d'une télévision, hein, ou bien faire arrêter la production d'un journal. Nous pensons que vraiment ça c'est trop, parce que c'est la porte ouverte vraiment à toutes sortes de dérives. Il y a aussi la notion de secret défense, n'est-ce pas, qui sont glissées, n'est-ce pas, dans le code de la presse, alors qu'on dit que le journaliste a accès librement, n'est-ce pas, à l'information, mais en même temps, on lui met, n'est-ce pas, des barrières. C'est pourquoi donc nous avons dit que la coordination des associations de presse, n'est-ce pas, du Sénégal, dont je suis le coordonnateur,
secteur, évidemment, va continuer à se battre jusqu'à ce que ces lois liberticides, ces dispositions liberticides, n'est-ce pas, sortent carrément, n'est-ce pas, du code de la presse. Nous avons une presse libre, mais ça dépend qu'est-ce qu'on met dans le contenu de la notion, le vocable, n'est-ce pas, liberté. Nous avons une presse libre, mais dont la liberté est encadrée. Et d'ailleurs, même, c'est pas une contradiction dans les termes, parce que sinon, si une liberté n'est pas encadrée, ça devient vraiment de l'anarchie en ce moment-là. C'est vrai, c'est encadré. On vous dira oui, le journaliste a la liberté d'accéder à une information. Donc, s'il y a même des gens qui font obstruction à l'accès, évidemment, il peut même porter plainte. C'est bien. Mais d'un côté, voilà, on va mettre des balises en disant maintenant, stop, secret défense. Voilà, donc là, on peut pas, le journaliste ne peut pas aller au-delà parce que c'est une information sensible. Voilà, donc, mais quand même, il a, le journaliste sénégalais a cette liberté de temps où justement il peut faire un commentaire, il peut faire une analyse, hein, voilà, il peut même se permettre vraiment d'attaquer, de parler autrement, de façon très libre du président de la République, alors que dans d'autres pays, évidemment, cela n'est pas permis. Donc c'est en cela que quelque part, je pense que le Sénégal doit se targuer d'avoir un modèle, n'est-ce pas, de liberté de presse, n'est-ce pas, qui fonctionne. Maintenant, le monde est perfectible, hein, voilà, donc la perfection n'étant pas de ce monde, c'est pourquoi je disais qu'il y a d'autres dispositions que nous allons combattre jusqu'à ce que vraiment l'État revienne. Par exemple, si je prends le cas des sanctions pécuniaires en cas de diffamation, nous pensons que vraiment ces sanctions sont élevées comparativement à disons, aux problèmes que rencontrent, les problèmes économiques que rencontrent différentes, n'est-ce pas, entreprises de presse. Nous pensons que ces sanctions-là, vraiment, si on les appliquait à la lettre, évidemment, vont concourir carrément à fermer des entreprises de presse. Donc la liberté, elle est là, mais quand même, elle est encadrée. Et par rapport aux autres pays, n'est-ce pas, de la sous-région, je pense que quand même, le Sénégal peut se dire, oui, nous avons une presse libre. Quand même. Non, je pense que c'est trop dire. C'est vrai, il y a cette crise du papier, n'est-ce pas, que le Sénégal est en train de connaître. Et puis cela, nous sommes victimes de la géopolitique parce que c'est au niveau de l'étranger, au niveau international, n'est-ce pas, que les journaux sénégalais payent le papier. Et les imprimeurs ont quelques problèmes, surtout ceux qui n'ont pas pris la disposition, n'est-ce pas, de stocker le papier aujourd'hui. Mais on ne peut pas parler vraiment, véritablement, pour le moment, du danger qui guette, n'est-ce pas, la presse écrite ou bien sa disparition. Si quelqu'un fait cette analyse, je pense qu'il risque, n'est-ce pas, de faire faute. C'est vrai, il y a quelques problèmes comme ça, mais non. Qu'est-ce que cela nous interpelle comment en tant que professionnels des médias? C'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des journalistes, des patrons de presse doivent se retrouver et créer ce qu'on appelle une centrale, n'est-ce pas, d'achat. Voilà, c'est-à-dire que c'est la centrale d'achat, voilà, donc va stocker, n'est-ce pas, le papier. Et je pense que cette expérience avait même été expérimentée, n'est-ce pas, dans ces pays, mais malheureusement, ça fait long feu. Donc je pense qu'il faut revenir sur cela, que l'État lui-même aide le secteur à s'organiser et avoir une centrale d'achat où vraiment le problème de papier vraiment ne va plus s'opposer. Tant que, disons, il n'y a pas d'organisation à ce niveau-là, évidemment, la presse écrite sera toujours confrontée à ce genre de problème. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes, n'est-ce pas, de papier, que la presse écrite est vouée, n'est-ce pas, à la disparition. Parce que pourquoi je sais que vous faites allusion aux réseaux sociaux, je sais que vous faites allusion, disons, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais aujourd'hui, il y a quelque chose que la presse écrite a, ce que les réseaux sociaux n'ont pas. C'est que la presse écrite a beaucoup plus d'espace pour vraiment aller en profondeur au fond des choses. Voilà. Et là, le numérique ne le permet pas. Le numérique, on va essayer d'abréger, on va essayer d'aller vite, on ne prend pas le temps de vérifier. Voilà, alors que la presse écrite, c'est pas cela. Ça devient, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail, n'est-ce pas, sérieux, qui fait que quelque part, aucun journal en ligne, n'est-ce pas, ou bien aucun blogueur ne peut vraiment remplacer, n'est-ce pas, la presse écrite. Ce que vous dites, c'est vrai, parce que personne ne peut arrêter la marche du monde. Hein, donc ceux qui ne l'ont pas compris, évidemment, se mettront toujours,
disons, voilà, se mettront toujours à l'écart. Ce que vous dites, la problématique que vous posez, en prenant même l'exemple du journal Le Monde, ainsi de suite, qui aujourd'hui est en train de revoir son modèle économique et consort, où justement les grands médias occidentaux aujourd'hui ont associé le numérique, n'est-ce pas, dans le travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils produisent le journal, c'est vrai, le journal papier, mais ce journal papier a un pendant, n'est-ce pas, numérique. Et là, il s'adresse à un public jeune, qui généralement n'a pas le temps de fouiller un article qui fait 5000, 6000 signes, mais non, la même information, n'est-ce pas, qui est dans le journal, ils le reprennent, mais ils le formatent de manière à ce que ça soit accessible. Je pense que c'est vers ce modèle-là, n'est-ce pas, que la presse sénégalaise, presse écrite sénégalaise doit partir, que ce modèle-là, évidemment, doit aller. Donc, ce que nous constatons aujourd'hui sur la place, c'est quoi? C'est qu'une presse écrite, n'est-ce pas, a un site. Et il ne faut que reverser le contenu, n'est-ce pas, de la presse écrite dans la presse, n'est-ce pas, dans les sites. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que normalement, les sites sont destinés à être digestes. Hein, donc dans la lecture avec vraiment un langage très léger, parce que simplement les gens, n'est-ce pas, qui fréquentent ces sites-là, la plupart du temps ce sont des jeunes, et il faut adapter le langage, n'est-ce pas, de ces journaux-là par rapport à la réalité que vivent, n'est-ce pas, les jeunes. Donc l'un dans l'autre, vous avez raison, la presse écrite sénégalaise est obligée ou bien est dans l'obligation de s'ajuster pour ne pas disparaître, parce que dans tous les cas, la marche du monde, comme je l'ai dit, est là, elle est forcée. Et ceux qui veulent vraiment aller au rythme de cette marche du monde sont donc obligés vraiment d'en épuiser le contour, parce que évidemment c'est la réalité, n'est-ce pas, mondiale qui nous l'impose. Aujourd'hui, le numérique, évidemment, on ne peut pas, disons, aller sans le numérique. Donc, il faut s'adapter donc au langage du numérique.